tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour ce nouveau JT. Voici les titres en images. Nous prendrons la direction de New York où le ministre d'État, son Excellence Serge Tel, est en déplacement au siège de l'Organisation des Nations Unies. Coup de projecteur ensuite sur cette opération encouragée par l'UNESCO, la Journée mondiale du théâtre. José Sacré a suivi La Générale d'Attila. L'écurie monégasque Venturi participe au e-Prix à Paris. Et comme chaque semaine, place ensuite à notre invité du week-end, Thierry de Montbrial cette fois-ci. À la veille de l'ouverture de la très attendue cérémonie officielle de signature de l'accord de Paris au siège des Nations Unies à New York, des débats de haut niveau ont eu lieu, des débats concernant bien sûr le développement durable. Monaco a pris part à ces rendez-vous avec notamment son Excellence Serge Tel, ministre d'État, le ministre d'État qui a pris la parole à la tribune de l'ONU. C'est un reportage sur place réalisé par Patricia Navarro et Sylvain Peroumal. Ils sont au nombre de 17 objectifs de développement durable avec une grande échéance, l'horizon 2030. En septembre 2015, des dizaines de dirigeants du monde entier les ont adoptés pour parachever les efforts entamés dans le cadre des objectifs du millénaire de 2000 à 2015. Cette seconde phase d'engagement, d'une durée elle aussi de 15 ans, va avoir pour principal objectif l'éradication de l'extrême pauvreté. Et un peu plus de 6 mois après l'adoption des ODD, un débat de haut niveau vient d'être organisé au siège des Nations Unies pour faire un premier bilan d'étape et permettre un partage d'expériences entre les pays qui se sont lancés dans cette véritable course contre la montre pour parvenir aux objectifs de développement durable. C'est une réunion comme une grande exhibition pour trouver, montrer, découvrir. Et avec cette réunion, on espère qu'on peut avancer encore un peu plus vite. Je dis un peu plus vite, mais vraiment, c'est nécessaire d'avancer plus vite, plus vite, plus vite, parce qu'on n'a que 15 ans pour trouver ces buts, les 17 buts de l'agenda pour le développement durable. Avec ces 17 buts, on peut trouver un avenir pour le monde et pour les peuples du monde, pour cette génération, mais aussi pour la génération qui vient, 1, 2, 3 après nous. In 2030, the year in which the global goals will be met, I'll be 31 years old. I may have a family, and I want to be able to tell my children that I did all that I could for them. Lycéens, scientifiques, économistes, activistes, personnalités comme le comédien Forest Whitaker, mais surtout politiques, ont pris part au débat de haut niveau. La principauté de Monaco, par la voix du ministre d'État Serge Tel, a rappelé son engagement résolu en faveur des objectifs de développement durable. La principauté de Monaco a depuis longtemps compris l'importance d'un développement durable, équilibré, responsable et solidaire. Et l'on a depuis longtemps fait l'un des piliers de son action. Ce qui est intéressant en réalité, c'est de voir que nos politiques publiques à Monaco obéissent à des engagements internationaux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas quelque chose de différent du reste du monde, on fait quelque chose qui s'inscrit dans le monde. Monaco a sa place, encore une fois, dans ce concert des nations. Et Monaco, quand le prince ou le chef de gouvernement que je suis s'engage à la tribune des Nations Unies, c'est pour dire à la fois ce que nous faisons et ce que nous allons faire. Et ce qui est intéressant, c'est de faire ce parallèle entre les engagements que nous prenons ici ou que le prince souverain prend à la tribune des Nations Unies ou dans d'autres enceintes internationales et ce que nous faisons réellement, concrètement, pour les Monégasques en principauté et à partir de Monaco, pour le monde. Monaco, oui, c'est très important, le travail de Monaco. Vous n'êtes pas un grand pays, mais vous avez une influence qui est beaucoup plus grande que votre grandeur. Mais il faut que je dise que c'est les pays du monde ensemble
qui peut changer le monde. Là où les objectifs du millénaire pour le développement étaient au nombre de 8 et étaient principalement centrés sur des thématiques sociales, les 17 ODD ont une portée beaucoup plus large. Ils couvrent l'ensemble des dimensions du développement durable, de la croissance économique à l'intégration sociale ou bien encore la protection de l'environnement. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ce débat de haut niveau est intervenu la veille de la cérémonie officielle de signature de l'accord de Paris sur le changement climatique au siège des Nations Unies. Il a été avéré que les conséquences des changements climatiques ont des répercussions directes sur les populations les plus vulnérables, qui en sont donc les premières victimes. De l'ONU à l'UNESCO, qui a fortement encouragé l'organisation de la Journée mondiale du théâtre afin de promouvoir l'expression culturelle et les arts de la scène. Cette journée était aussi organisée par l'Institut international du théâtre, comme vous l'explique Mélodie Schum. Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Sacha Guitry. Au théâtre Princesse Grace, 7 compagnies de la Principauté ont célébré jeudi soir la Journée mondiale du théâtre. Sous l'égide de la Commission nationale monégasque pour l'UNESCO, cette soirée met en lumière une multitude d'artistes. Pas de thème précis pour cette soirée, en un quart d'heure, les comédiens présentent une création ou un extrait d'une pièce de leur choix. De quoi aborder une multitude de sujets. On se retrouve tous ensemble, on présente. Il n'y a pas de compétition, c'est voilà, histoire de montrer que le théâtre à Monaco a une part importante quand même. Pour ce genre d'événement, pour la Journée mondiale du théâtre, on aime bien faire une création toute particulière pour l'événement. Donc c'est vrai que cette année, on choisit toujours des thèmes qui nous tiennent à cœur, parce que c'est vrai que c'est souvent plus facile de parler de certains sujets sur des temps qui sont un peu plus réduits. Donc là, c'est vrai que cette année, nous tenions absolument à parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la condition féminine et les droits de la femme. L'art, en général, peut aussi être un vecteur de réflexion, en tout cas de questionnement. Et c'est un petit peu ce que nous avons voulu faire ce soir. Mon père, il était à fond sur tout. Il est à fond aussi sur l'anglais. Alors, mon père, il a une phrase, une technique qui marche bien. Il dit que si tu connais les couleurs, tu sais parler anglais. Ça suffit. Hein? Hassan, comment tu dis en anglais? Bonjour, comment ça va? Yellow, how are blue? Initié en 1961 par l'Institut international du théâtre, ce rendez-vous est fêté tous les ans par la communauté théâtrale. Un medley en hommage à l'art de la scène et pour beaucoup l'occasion de faire quelques découvertes. Ton père, il parle bien la France. Il parle fluide, comme lui. Dans le reste de l'actualité. Mon commandant, c'est l'enfer là-bas. Il tombe des obus comme il pleut à verse. Personne ne revient vivant du fort de Vaux. Il n'y a plus d'infirmiers, plus de liaison, plus de chef. C'est pour ça que j'y vais, soldat. D'un théâtre à un autre, le Théâtre des Muses a accueilli plusieurs élèves de l'école internationale de Monaco, des élèves qui ont pu assister à la pièce Foutu guerre. Voilà plus de 3 mois que nous n'avons plus de nouvelles de toi, que c'est long. Nous ne savons même pas à quel endroit tu te trouves actuellement. Nous espérons que tu n'es pas trop près du front. Il semblerait que les combats aient redoublé ces derniers temps. Nous avons intercepté hier 2 messages qui vous reviennent. Ils sont à vous. Votre commandant en chef vous honore. Je crois savoir que ce n'est pas dans ses habitudes. Il faut reconnaître que nous avons eu beaucoup de mal à vous vaincre. Tous ont pu participer par la suite au débat qui s'est tenu entre les murs du théâtre, consacré notamment au premier conflit mondial. La guerre, c'est long, ça sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui souffrent terriblement. Opéra à présent avec cet opéra Attila signé Verdi, proposé au public sur la scène de la salle Garnier jusqu'au 29 avril. José Sacré a pu assister à la Générale et cette année, sachez-le, eh bien, la mise en scène est signée Ruggiero Raimondi.
C'est une première à l'Opéra de Monte-Carlo. Attila, 9e opéra de Giuseppe Verdi, créé à la Fenice de Venise en 1846, est à l'affiche de la salle Garnier du 22 au 29 avril. La direction musicale est assurée par Daniele Caligari et la mise en scène de cette coproduction avec l'Opéra Royal de Wallonie est signée du grand baryton basse de renommée internationale, Ruggero Raimondi. Attila, c'est un bijou pour un chanteur baryton basse. Parce que c'est un rôle dans lequel on peut jouer avec du plaisir. C'était l'histoire de l'arrivée d'Attila, c'était le flagello di Dio. Oui. Mais qu'en effet, Attila, dans l'histoire, c'était un homme très cultivé. Il avait vécu à Rome, il avait réuni tous les barbares. C'était un personnage qui aimait beaucoup l'argent, c'est-à-dire elle met beaucoup l'or. Et il y avait un accord avec Byzantio et avec Rome que s'il payait 6000 livres d'or par année, il n'aurait pas touché ni l'Italie ni Byzantio. Et le problème, c'est que les Romains, ils ont oublié ça. Et alors il est arrivé. J'aime ce travail et j'aime beaucoup Attila, comme j'aime beaucoup tous les autres opéras que j'ai chantés. Bien sûr, alors vous l'avez chanté, là c'est quelqu'un d'autre qui chante ici à Monaco. Ça vous démange pas de monter sur scène, de dire « Ah, j'aimerais bien être à sa place » ? Il est formidable, il est très bien, c'est un garçon russe, Ukraine, et il a une grosse personnalité, une très belle voix, et il incarne un Attila un peu plus sauvage de celui que j'ai interprété, mais très 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 bien, formidable. C'est Ildar Adrazakov qui interprète le rôle d'Attila, un de ses rôles fétiches. Giorgio Pétion et Ezio, Carmen Giannatasio Odabella, Andeka Gorozzategui nous a impressionnés dans le rôle de Foresto. Mon rôle, c'est en effet d'essayer de donner la clé de l'interprétation du personnage, de jouer sur les positions, de jouer aussi les rencontres avec les autres personnages, de le mettre en position de se parler sans être trop banal, et aussi de jouer aussi sur la scène. Attila de Verdi à la salle Garnier se joue à guichet fermé jusqu'au 29 avril. Mais que cela ne vous empêche pas de tenter votre chance si vous avez envie de découvrir ce très beau spectacle. Pour la première fois, je le rappelle, à l'Opéra de Monte-Carlo. On ne sait jamais, quelques désistements de dernière minute pourraient faire votre bonheur. Voilà donc pour cet opéra proposé sur la scène de la salle Garnier jusqu'au 29 avril. Cette même scène qui avait accueilli au cours de l'été 2009 plusieurs concerts du chanteur Prince, tout récemment décédé. Prince qui était bien sûr, vous devez vous en douter, un grand habitué de la Côte d'Azur. Passons à présent à un volet sport automobile tout d'abord avec ce e-prix qui aura lieu samedi au cœur de la capitale à Paris au Tour des Invalides. L'écurie monégasque Venturi va bien sûr participer comme vous l'explique Frédéric Elion.
Ils étaient là depuis le tout début de l'aventure, le 13 septembre 2014 à Pékin. Venturi fait partie des 10 écuries présentes sur la grille de départ du premier e-prix de l'histoire, la première course réservée aux monoplaces électriques. Lors de cette première saison, toutes les écuries disposent de la même voiture, équipée du même moteur électrique. Le team Venturi Grand Prix termine ce premier championnat de Formula E à la 9e place du classement constructeur avec un podium pour Nick Heidfeld au e-prix de Moscou. Nouveauté pour la saison 2, celle en cours, les écuries ont pu développer leur propre groupe propulseur. À partir de la saison 2, le championnat a ouvert la possibilité à différents constructeurs de développer leur propre solution de powertrain électrique. Donc Venturi a développé pour la saison 2 une chaîne de traction optimisée par rapport à la première année et a pu fournir une autre écurie, donc Dragon Racing. La chaîne de traction Venturi est l'une des plus performantes du championnat. Stéphane Sarrazin, pilote du team Venturi, est entré dans les points à chaque course depuis le début de saison avec une 2e place au e-prix de Long Beach. Mike Conway, le 2e pilote Venturi, a lui aussi pris le point de la 10e place. L'écurie Dragon Racing, équipée d'une chaîne de traction Venturi, est pour l'instant 3e du championnat constructeur avec 6 top 5, dont une victoire pour le pilote belge Jérôme D'Ambrosio. Venturi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et travaille déjà sur le développement de la monoplace de la saison prochaine. La voiture pour l'année prochaine va être homologuée début juin, donc c'est bientôt. Donc là, l'objectif sur ce véhicule-là pour l'année prochaine, c'est encore une fois d'améliorer le véhicule sur toute la chaîne de traction. On utilise tous la même batterie, donc on a tous la même énergie pour faire un Grand Prix. Et là, la meilleure façon pour pouvoir gagner, c'est de savoir utiliser cette énergie au mieux pour pouvoir avancer le plus vite possible et être le moins de temps possible sur la piste. Donc pour ça, voilà, on travaille sur le moteur pour avoir le moins de pertes possible, sur la boîte de vitesse, pareil, pour avoir le meilleur rendement possible, afin d'avoir la puissance maximum aux roues, ce qui garantit une meilleure accélération. Pour déplacer une masse, ça demande beaucoup d'énergie. Donc plus la voiture est légère, mieux c'est. Surtout que la FIA a encore une fois baissé la masse du véhicule de 8 kg. Donc par rapport à cette année, on a encore 8 kg de plus à gagner. Donc voilà, il faut savoir que chaque pièce qu'on redéveloppe, on doit faire des pièces les plus légères possibles. Donc ça fait appel à du carbone, à de l'aluminium. Poids minimum autorisé en saison 3, 880 kg avec le pilote. En attendant, il y a une saison 2 à terminer le plus haut possible avec une prochaine épreuve en France et le e-prix de Paris samedi 23 avril. Et après avoir suivi le parcours de Venturi au e-prix de Paris, vous pourrez suivre celui des hommes de Leonardo Jardim. Les Rouges et Blancs se déplacent à Rennes pour le compte de la 35e journée du championnat de Ligue 1. Toujours une victoire dans une bonne dynamique. Nous avons 4 finales maintenant. Nous avons besoin de penser toujours le prochain match, le plus important. Nous, ce que nous regardons, ce qui nous importe, c'est d'aller à Rennes. On sait que Rennes, c'est une bonne équipe. Une équipe solide, une équipe très forte pour la transition. Une attaque de grande qualité. On va se jouer sur des petits détails. Jouer pour gagner, pour prendre les 3 points, pour garder la position. Ne pas regarder dans le rétroviseur. Peu importe ce que, comme on appelle les résultats, on va faire. Nous, il faudrait qu'on gagne tout notre match pour être à l'abri. Je connais le calendrier de l'adversaire, de notre calendrier aussi. Mais ça, c'est rien. On a 2 points d'avance. Je pense que voilà, on a l'avantage. Et tous les matchs qui arrivent, il faut qu'on les gagne. Faire déjà 8 points puis revenir encore, à dépasser encore Lyon. Je pense que c'est déjà une chance pour nous. Et voilà, c'est le moment de la saisir. Voilà pour le football, résumé bien sûr à suivre dès lundi 19h dans votre mag Actu Sport. Comme indiqué dans le sommaire, nous allons à présent rejoindre notre invité du week-end. Il s'appelle Thierry de Montbrial, vous le connaissez très certainement. Il a fondé et préside toujours l'Institut français des relations internationales. Il était en principauté à l'occasion de sa conférence « L'Europe survivra-t-elle » ? Bonjour et merci de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Nous vous rencontrons bien sûr dans le cadre de la conférence que vous donnez ici à l'hôtel Hermitage avec la Monaco Méditerranée Foundation. Une Méditerranée, Thierry de Montbrial, qui borde
beaucoup d'États européens et j'allais vous dire ça tombe bien puisque l'Europe est justement au cœur de votre conférence. Est-ce que l'on doit s'attendre à un avenir assez sombre pour cette Europe ? Alors d'abord, il faut toujours se rappeler, et je le dis particulièrement aux plus jeunes parmi ceux qui nous écoutent, que l'histoire est tragique. L'histoire est tragique. Et en Europe, on a un peu perdu le sens de l'histoire, tout simplement parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, donc depuis plus de 70 ans maintenant, nous n'avons pas connu de grande crise, en tout cas en Europe de l'Ouest. Donc on ignore, on a oublié ce que c'était que les tragédies. Mais ces tragédies, elles se déroulent partout dans le monde, elles continuent de se dérouler et il n'est pas exclu qu'elles atteignent aussi l'Europe. Et le problème des réfugiés, le problème de ces flux massifs qui proviennent du Moyen-Orient, qui lui est dans une crise tragique, nous secoue, nous bouscule sur tous les plans d'ailleurs, y compris moral. Mais le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas que cette crise-là en Europe. Il y a une conjugaison de crises et c'est l'ensemble de ces crises qui menacent l'existence même, la continuation même du projet européen. Il y a bien sûr aussi la crise financière qu'on garde toujours aussi à l'esprit. La crise financière qui continue, parce qu'il ne faudrait surtout pas croire qu'elle est terminée. Elle peut être calme à un certain moment, mais elle peut repartir. Et puis la perspective du Brexit, c'est-à-dire le référendum du 23 juin en Grande-Bretagne, dont les conséquences pourraient être dévastatrices. Alors j'allais effectivement venir à ce point. Est-ce qu'on peut, de toute façon, aujourd'hui, évoquer l'Europe sans parler de l'Union européenne? C'est quasiment impossible, j'imagine. Eh bien, d'abord, l'Europe, au sens géographique du terme, personne ne l'a jamais définie avec précision. Où commence et où finit l'Europe? L'Europe, c'est un concept géographique. Si vous imaginez la carte, c'est l'extrémité occidentale du continent eurasiatique, l'endroit où ça se resserre en allant vers l'Atlantique. Et c'est d'ailleurs cette partie du continent eurasiatique qui a toujours attiré les populations de l'ensemble du continent. Les grands mouvements de migration se sont toujours faits vers le monde occidental, ou alors tout à fait à l'extrémité, vers la Chine, etc. Bon. Mais les frontières sont mal définies. En revanche, la construction européenne est un processus qui, lui, est parfaitement défini. Et c'est bien ce processus-là qui est en péril aujourd'hui. Alors, pour justement éviter ce grand péril, est-ce qu'il existe, à notre échelle, nous, Européens, des éléments que l'on pourrait justement mettre en application pour éviter que l'avenir soit si sombre? Parce que c'est vrai que quand on pense à l'Europe, quand on pense à l'Union européenne, on pense bien sûr aux institutions, aux personnes qui nous gouvernent, mais voilà, en tant que nous, j'allais dire simples Européens, en tant qu'habitants de l'Europe. Eh bien, nous, en tant que simples Européens, la première chose que nous devons faire, c'est penser à la construction européenne de façon positive. Et on devrait dire et répéter tous les jours aux hommes politiques, aux leaders d'opinion, mais aussi aux citoyens, aux professeurs, aux enseignants, attention, arrêtez de dire n'importe quoi et de parler toujours négativement de la construction européenne et de l'utiliser comme bouc émissaire parce que ça permet d'éviter de se mettre en cause soi-même et de voir où on a été incapable soi-même de faire ce qu'il fallait. Il faut parler positivement de la construction européenne qui est en fait une aventure prodigieuse et tous les rêves des pères fondateurs, c'est-à-dire la réconciliation, la libre circulation, le grand marché, la liberté, tout ça, ça demeure fondamentalement juste, fondamentalement pertinent. Alors, si on se met à penser positivement, eh bien, il se passe ce qui se passe toujours dans la vie, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des périodes difficiles, des choses qui ne fonctionnent pas. Eh bien, s'il y a des périodes difficiles, eh bien, il faut se muscler un peu, il faut se donner un peu de mal, et les choses qui ne fonctionnent pas, il faut les réparer. Bon, il y a eu des vices de construction dans la construction monétaire, ben, ce n'est pas la fin du monde. Ça se répare. D'ailleurs, on a commencé à le faire. C'est pas fini, mais ça se répare. Bon, les histoires des frontières de Schengen, eh bien, on voit bien que parce qu'on n'a pas pensé justement à tous ces grands mouvements, on voit bien qu'il y a des choses qui
qui n'ont pas marché et qui ne fonctionnent pas comme ça devrait être. Eh bien, ça se répare, et ainsi de suite. Et je crois que le Brexit, personnellement, j'espère que les Britanniques voteront pour le maintien dans l'Europe, parce que sinon on entrera dans une période encore de désordre supplémentaire. Mais quoi qu'il arrive, il faudra essayer de s'y adapter avec toujours un esprit positif. Finalement, d'ailleurs, on en arrive à des choses, voyez-vous, extraordinairement simples. Donc tous les regards, bien sûr, seront tournés au mois de juin, le 23, je crois exactement, vers la Grande-Bretagne. Finalement, dans tous les cas, voilà, il faudrait peut-être ne pas hésiter, comme vous le disiez, à rappeler aux plus jeunes les belles idées fondatrices de la CE, en fait, de la Communauté économique européenne. Ce sont de belles idées, mais ce sont des idées qui sont fondées sur des leçons de l'histoire. Encore une fois, on a beaucoup de mal aujourd'hui à l'imaginer, mais la réconciliation entre la France et l'Allemagne, prenez simplement la réconciliation entre la France et l'Allemagne, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Pour quiconque a un peu de sens historique et de dimension historique. Donc il faut mettre les choses à leur place, et encore une fois, le fait qu'il y ait une crise, le fait qu'il y ait des difficultés, eh bien, ça fait partie de la vie. Et en l'occurrence, c'est largement dû à la grande coupure qu'il y a eu en 1989-91 avec la chute de l'Union soviétique, qui a évidemment rebattu complètement les cartes dans l'Europe au sens large du terme. Thierry Montbrial, merci beaucoup. Nous terminerons donc sur cette note assez optimiste, tant mieux. Merci beaucoup, merci également aux équipes qui ont réalisé cette interview, et nous nous quittons comme d'habitude avec nos prévisions météo. Découvrez la météo avec Eclectic, galerie, intérieur design, art and gifts. Samedi, un ciel changeant avec des nuages et quelques éclaircies, risque d'une averse sans menace de dégradation importante du temps, température comprise entre 13 et 18 degrés. Dimanche, le ciel devrait rester partagé entre le soleil et les nuages, comptez sur un temps plus frais. Lundi, un temps assez beau, davantage de soleil le matin que l'après-midi. Mardi, de bons moments de soleil, des passages nuageux. Place à présent à la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, galerie, intérieur design, art and gifts.